Hello, welcome everyone. Bienvenidos a Bonjour, todos. bienvenue à toutes et à tous. We'll wait a few more Nous allons moments donc for attendre people to quelques join. minutes supplémentaires pour que l'ensemble des participants puissent se connecter. Welcome everyone. Buenos Bienvenue días. à nouveau. Bonjour. Bon après-midi, où que vous vous trouviez. All right, welcome everyone. The chat has been enabled. Alors, nous avons habilité la boîte de dialogue. Bonjour à nouveau. Good morning, good afternoon. Bon après-midi, bonsoir. Coming from, I hope you're having a good Où day. que vous soyez, So j'espère que welcome vous to avez today's une bonne journée. Donc, bienvenue à cette séance d'aujourd'hui. C'est la 6e. topic. Et aujourd'hui, le sujet, c'est l'estimation des coûts de la santé et des systèmes de santé face aux impacts du changement climatique. So just to go over some ground rules and housekeeping. Alors, quelques rappels logistiques. Hopefully you're used to this by now, but Donc, maintenant, vous êtes tous habitués, mais nous avons donc le service d'interprétation en espagnol, français, anglais. Et pour pouvoir l'activer, vous devez cliquer sur le globe en bas de votre écran qui dit « Interprétation » et choisir le canal qui vous convient, canal de langue qui vous convient. Alors, rappel à nouveau, c'est un cours de 9 séances, les mardis et jeudis, pour 90 minutes, 1h30. Aujourd'hui, c'est la 6e séance. Donc, nous sommes au-delà de la moitié du cours et la séance aujourd'hui est l'estimation des coûts des impacts du changement climatique sur la santé et les systèmes de santé. La semaine prochaine, mardi, nous aurons la séance numéro 7, les opportunités et les conseils pour réduire l'empreinte carbone des systèmes de santé. Et donc, n'oubliez pas de vous connecter. Alors, comme d'habitude, nous vérifions votre présence automatiquement. Nous utilisions le lien que vous avez ou l'adresse courriel que vous nous avez fournie au moment de l'enregistrement. Alors, aujourd'hui, comme toutes les autres, nous aurons une séance de 90 minutes. À la fin, nous aurons un espace de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre ou à inscrire vos questions dans la boîte de dialogue, le chat. Et nous vous téléchargerons les enregistrements des séances dans les 3 langues et vous pourrez télécharger 24 heures après la fin du webinaire. Alors aujourd'hui, nous avons 4 conférenciers. Nous allons démarrer avec Andrea Bassi, qui travaille à l'IISD. Ensuite, Diego Moreno Heredia, qui travaille au ministère de la Santé, de la Protection sociale, du changement climatique santé de la Colombie. Ensuite, Marcus Sarofine, docteur scientifique à l'EPA, c'est-à-dire l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Et on terminera avec la docteure Montira Ponsigri, qui est conseillère à Save the Children en matière de changement climatique et santé. Donc, nous aurons Andrea Bassi tout d'abord. Il est le fondateur et directeur de Knowledge SRL et associé de l'Institut international pour le développement durable. Il a plus de 15 ans d'expérience, travaille avec les gouvernements, organisations internationales sur des modèles adaptés pour l'évaluation des résultats des politiques sur la base d'indicateurs environnementaux, économiques et sociaux. Il a une large expertise et vaste expérience en économie, en stratégie d'économie verte, en modèle d'adaptation, d'atténuation, compétitivité industrielle et développement durable. Et je vais donc tout de suite passer la parole à Andrea qui va nous faire sa présentation. Merci. Bonjour. Merci de cette présentation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce cours. Et comme cela est souligné, moi, je travaille sur les thèmes d'économie sociale, environnementale
Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'estimation des coûts du changement climatique sur les santé, les systèmes de santé et aussi les retombées connexes, les co-bénéfices de l'action climatique. Alors, voyons le contexte. On sait que les impacts du changement climatique sont importants sur le système de santé, l'économie. On voit à droite différents impacts, effets dans différents secteurs composants du système. On voit les polluants atmosphériques et le niveau de la mer, les modèles de précipitation et tout cela induit des changements de température, vagues de chaleur, etc. Et on voit aussi des impacts sur la nutrition, la santé mentale et différentes maladies. Donc, il faut voir quelle c'est la chaîne de causalité entre le changement climatique en tant que phénomène global et les aspects sanitaires et de santé humaine et autres. Donc, on sait quand on regarde les prévisions, et le GIEC nous le dit, que ces impacts seront plus forts à l'avenir. Donc, si on veut atteindre l'objectif de l'augmentation de 1,5 degré, cela impactera la nutrition, la chaleur, les infections transmises par l'eau, les aliments. Donc, on voit une incidence croissante liée au changement climatique sur la santé et donc des conséquences globales sur le bien-être, ce que l'on voit au travers différents indicateurs et bien sûr sur nos écosystèmes. Alors, ayant dit cela, il y a des aspects importants à observer, statistiques sur la santé humaine, par exemple l'exposition à la santé, la pollution de l'air provoque 7 millions de décès par an et près de 5 milliards de dollars de pertes. Si on voit le coût financier dans les impacts financiers, la pollution de l'air dans les pays, on voit que cela impacte les PIB. Et donc, cela est très important, quelles que soient les estimations globales. Et ce qu'il faut voir ici, si l'on regarde le dernier point, ici, ces coûts d'atténuation liés à la résiliation, si on intervient pour réduire ces impacts, le bénéfice sera positif. Donc, il faut regarder cela d'un point de vue économique en termes de revenus, d'économie et en termes de coûts évités. Donc, voilà un petit peu le cadre et les raisons pour lesquelles on m'a demandé de travailler sur un cadre pour appuyer la quantification des effets du changement climatique et l'intégration de ces considérations sanitaires dans l'action climatique. Donc, voilà un cadre que nous avons préparé avec l'ISD qui nous dit quelle est la valeur de ces coûts et comment est-ce que l'on peut travailler sur l'adaptation et l'atténuation. Donc, si on veut obtenir ces retombées positives, éviter les impacts négatifs sur les systèmes et la santé humaine, il faut savoir comment connecter nos actions à la réduction de ces coûts. Ici, nous voyons différents exemples des raisons pour lesquelles on a besoin d'un cadre pour modéliser les effets du climat et des politiques sur la santé. On a différentes images, contextes. Par exemple, pourquoi planter des arbres dans les villes pour atténuer les effets du climat, améliorer la qualité de l'air, réduire les températures, etc. Et aussi atténuer les vagues de chaleur. Donc, ce sont des retombées connexes que cela a donc une incidence sur la santé humaine et permet de limiter les phénomènes extrêmes. Et si on investit aussi dans l'énergie renouvelable, cela permet de créer des emplois et en même temps limiter la pollution. Si on change la matrice énergétique, si on investit dans les établissements de santé, on pourra réduire certaines pannes électriques
et faire de nos établissements améliorer leur résilience et aussi améliorer les services publics sanitaires. Et pareillement pour l'agriculture, augmenter la productivité pour avoir de meilleures rentabilités. On limite les pertes également liées au climat qui sont très fortes dans le domaine agricole. Et également, on limite les effets sur la malnutrition. Donc, on produit de façon plus durable les aliments et cela contribue à la durabilité environnementale. Alors, pourquoi un tel cadre pour modéliser les effets? Donc, d'abord, pour créer une évaluation systématique qui reflète mieux la complexité du monde. On voit les interconnexions. On ne peut pas voir les choses de façon isolée, bien entendu. Il faut connecter les points et voir quelles sont les causes, quels sont les effets et comment on peut orienter nos investissements de la meilleure façon. Ensuite, il faut une intégration des connaissances. On doit travailler ensemble sur l'évaluation des politiques dans tous les secteurs pour le développement durable au niveau local, national, des paysages, peu importe. Il faut intégrer toutes ces données. Ensuite, troisièmement, on connecte les politiques de façon intersectorielle et on souligne que la santé est au cœur du développement parce que nous devons avoir une économie qui appuie le bien-être, la santé et non l'opposé. Et nous devons travailler à l'amélioration de la productivité, mais dans des conditions sanitaires durables. Ensuite, il faut mettre en œuvre des investissements en faveur de l'atténuation, de l'adaptation, qui peuvent se traduire par des gains précieux à long terme, en particulier si l'on considère que beaucoup de pays, de gouvernements sont soumis à diverses pressions et la solution, c'est de stimuler la croissance et de réduire en même temps les coûts pour réduire la pression budgétaire. Et bien sûr, cela est lié à la synergie qu'il faut avoir avec l'environnement climatique. Voyons ici le terrain pour l'intégration des connaissances. Voilà différentes approches. Donc, si vous avez un scénario d'action, il faut voir ce qu'il se passe avec l'augmentation des températures, les précipitations, l'extrême chaleur et les conséquences pour la santé humaine. Donc, on fait de la modélisation, on étudie les impacts sur la santé, on estime la morbidité, la mortalité et on voit quel type d'action il faut entreprendre. Sur le plan politique, et donc tout cela est lié aux politiques et le voir comment il faut agir selon les scénarios et les buts poursuivis. Et c'est là pour ça qu'on a ces cibles politiques qu'on a au centre de l'image. Ensuite, on avance et quand on considère ces investissements, ces interventions selon les différents scénarios, quels seront les résultats si on agit sur la santé? Quels seront les impacts, section 2.1, 2.2, quels sont les coûts associés pour véritablement s'attaquer aux problèmes sanitaires et quels sont les impacts au niveau sectoriel, au niveau des retombées, de taux de mortalité, etc. Et il faut donc créer des retombées connexes et cela est évalué au niveau vert en bas de l'écran de cette diapo et voir bien sûr toutes les interconnexions dans ces domaines. On doit donc franchir toutes ces étapes, réunir toutes ces informations, ces connaissances, les communiquer aux politiciens, aux dirigeants et décideurs politiques pour qu'ils puissent prendre des décisions adaptées. Et ensuite, nous devons élaborer un cadre conceptuel, savoir comment faire les choses et bien sûr mettre en œuvre ce cadre conceptuel.
en prenant en compte le changement climatique, l'économie, l'environnement, les actions d'atténuation, d'adaptation et comment se poser la question, comment est-ce que le changement climatique affecte la santé? Et on a différents niveaux, comme on l'a vu auparavant. Et ensuite, quels sont les indicateurs pour évaluer l'impact financier? Et c'est comment on commence à étudier pour voir quels sont les modèles, les indicateurs physiques, économiques, environnementaux dans les domaines urbains, dans les environnements urbains, environnement rural, etc., lutte contre les maladies, etc. Et une fois qu'on a tout cela, on peut commencer à savoir, ou on commence à quantifier les choses. Et il y a deux questions ici, l'impact physique et ensuite l'impact économique pour savoir avoir une évaluation économique de l'impact de ces investissements. Donc, coût, bénéfice, résultat. Et ces informations nous permettent de justifier les actions pour les actions d'atténuation et aussi pour éviter le coût de la pollution. Et donc, on ne veut rater aucune opportunité de me présenter ces scénarios et ces aspects aux décideurs politiques. Alors ensuite, nous avons des étapes de mise en œuvre pratique. On étudie l'impact du développement sur la santé. On évalue les effets du changement climatique sur la santé. On identifie les options d'intervention, on sélectionne des indicateurs et on utilise des méthodes et modèles appropriés. Et on paramètre, on calibre ces modèles pour qu'ils reflètent bien les contextes au niveau social, environnemental, différentes considérations climatiques et autres. Et globalement, lorsqu'on a commencé à mettre en œuvre ces étapes, il y a différentes interventions par ordre de priorité. D'abord, l'analyse coût-bénéfice qui compare des coûts et la valeur économique et le résultat. Du point de vue, donc, est-ce que cela a du sens de faire un investissement du point de vue économique? Ensuite, les retombées en matière sanitaire et non sanitaire. Ensuite, on a une deuxième méthode, analyse de coût-efficacité. C'est la façon d'étudier ce qui est le plus productif ou efficace pour atteindre un objectif. Et là, on compare les coûts et les résultats. Ensuite, on sait que tous les indicateurs ne peuvent pas être forcément quantifiés. Et souvent, il faut une analyse multicritère. Et on a différents critères quantifiables, d'autres non quantifiables, qui doivent être considérés contre une passerelle entre la première méthode et la deuxième, l'analyse coût-bénéfice, l'analyse coût-efficacité. Et évaluer, comparer toutes ces études pour éclairer, informer le contexte. Alors, sur la base de ce cadre, nous avons eu 6 essais pilotes. Je ne vais pas pouvoir parler de tous ces scénarios ou ces essais pilotes ou domaines d'intervention parce que c'est beaucoup trop long, mais je vous aurai cette présentation dont vous pourrez suivre et vous pourrez voir ce cadre qui sera publié en ligne également dans le cadre de mon travail à l'ISD. Donc, nous promouvons des méthodes agricoles intelligentes face au climat, pour l'adaptation à la nutrition, la plantation d'arbres pour atténuer les inondations et pour l'atténuation de la chaleur, en particulier aussi dans les villes pour atténuer la chaleur. On améliore aussi la conception des constructions pour limiter les maladies à transmission vectorielle. Ensuite, on travaille à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et changements de modèle de matrice de combustible. Et finalement, la protection des établissements de santé contre les effets du climat et bien sûr, meilleur fonctionnement pour lutter contre les taux de mortalité pour les réduire.
Donc, je vais vous montrer que quelques exemples, comment mettre cela en pratique. Si vous plantez des arbres, par exemple, vous allez augmenter la séquestration, le piégeage de carbone. En même temps, vous allez réduire les risques d'inondation et cela permet aussi de réduire ou d'améliorer la capacité adaptative, comme on l'appelle, face aux différents dommages, inondations. Et ce que l'on veut faire dans ce cas, c'est introduire la plantation d'arbres pour réduire, par exemple, le montant d'eau qui peut s'accumuler dans certaines zones. On peut ralentir les vitesses de déversement et donc limiter les dommages potentiels. Donc, on quantifie les choses avec des indicateurs, mortalité, impact sur la santé, malnutrition, perte de biens, maladies transmises par l'eau, perte de propriété. Et on utilise des modèles particuliers spatiaux pour évaluer la réduction des ruissellements, etc. Donc, voilà un modèle, une illustration ici d'atténuation des inondations, une première carte. Ensuite, à droite, colorée, la couverture d'arbres en vert, en rouge, les zones urbaines, avec aucun espace, aucune végétation. Donc, on veut arriver à une image comme celle à droite avec différents petits points verts sur la zone urbaine et l'impact de cet accroissement de la végétation dans ces zones. Et on peut souligner où les arbres peuvent être plantés pour pouvoir réduire l'impact des inondations. Différentes stratégies pour cela, dans la ville, à l'extérieur de la ville, zone périurbaine, pour limiter les flux d'inondations possibles. Là, on a une augmentation de 12% grâce aux investissements consentis. Nous avons un investissement de 6 à 50 millions de dollars avec un coût de 57 milliards. Ici, dans la ville d'Islamabad, qui est l'exemple. Donc, on a un impact positif globalement avec un investissement justifié. Et le risque augmentant, il va falloir bien sûr augmenter l'analyse, approfondir les analyses pour savoir comment orienter les infrastructures. Deuxième, Andrea, il vous reste quelques minutes. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est la protection des établissements de santé contre les effets du changement climatique. Donc là, on sait que les infrastructures sont vulnérables au changement climatique et ils sont conçus aussi pour résister à des aléas extrêmes, des phénomènes extrêmes, les vents, les ouragans, et on veut réduire les effets de la sévérité du climat. On veut des aménagements, des rénovations qui soient plus écologiques et aussi améliorer un flux de l'eau, de l'air et en même temps travailler sur les systèmes d'alimentation électrique, énergie renouvelable et autres. Par exemple, panneaux photovoltaïques pour avoir une génération autonome d'électricité. Et comme je l'ai mentionné, il y a différents indicateurs, par exemple l'investissement total, les coûts évités, la valeur actualisée, ensuite le taux de retour sur investissement et la période de récupération. Donc là, nous avons différentes distinctions entre nous voyons avec les astérisques ici à gauche le coût évité de ces pannes d'électricité. Donc, le risque que tous ces équipements arrêtent ou cessent de fonctionner, par exemple, s'il y a un générateur, il pourra
reprendre et assurer l'alimentation électrique. Et en bas, nous avons différents aspects de modernisation des éléments non structurels, de conception passive d'énergie solaire et de coûts évités de la mortalité. Donc, il faut, par exemple, investir dans les batteries solaires. Cela nous donne un meilleur retour sur investissement, 113%, et on peut amortir l'investissement en un an, comme vous voyez sur la période là, un an. Donc, on voit alors qu'avec des investissements traditionnels, eh bien, la récupération est plus lente. Et on ne peut pas le récupérer, cet investissement, aussi rapidement. Donc, il faut voir différents types ou angles d'analyse, différents types d'adaptation pour ces établissements de santé les plus importants, intéressants. Donc, quels sont les enseignements tirés? Il faut s'assurer que nous avons la possibilité d'intégrer les connaissances. Ce n'est pas facile. Il faut des recommandations politiques qui évitent le risque d'échec. Il faut valider les données, des hypothèses qui soient vérifiées, s'assurer de la cohérence et des résultats qui soient analysés en fonction de la plausibilité d'un point de vue sectoriel et systémique. Il faut aussi pouvoir reproduire les analyses de façon informatique et pour que d'autres chercheurs puissent valider et reproduire les recommandations. Et pour cela, nous pouvons émettre des recommandations dans la conceptualisation de l'exercice. On essaye de compléter tout cela pour véritablement éclairer les résultats. Il faut aussi vérifier les données historiques, tester ces données pour savoir quels seront les impacts les plus probables, les plus plausibles. Les données historiques sont importantes pour projeter l'avenir. Et ensuite, on veut une validation correcte des modèles pour effectuer des tests de structure directe, évaluer la validité de modèles et comparer directement les connaissances par rapport à la structure du système réel. Donc, ce que l'on veut, c'est évaluer tous ces retombées, ces co-bénéfices, comme on les appelle en anglais, ces retombées connexes, et que toutes les parties prenantes soient informées et savoir qu'est-ce que peuvent faire les décideurs selon l'espace d'analyse. Il faut utiliser différentes approches à notre disposition et il faut bien sûr regarder toutes ces estimations disponibles. Dernier point, l'incertitude. On sait qu'il faut considérer ce degré d'incertitude et il faut bien sûr savoir quels peuvent être les résultats en fonction des hypothèses, quels sont les seuils pour rendre ces investissements jouables, justifiables et donner tous ces inputs aux décideurs et expliquer les interconnexions entre le changement climatique et la santé. Donc, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et via moi qui travaille à mon adresse ici à l'ISD ou Marina Moreno qui travaille à l'OMS ou Darmit Campbell qui travaille. Et si vous voulez appliquer ce cadre, vous êtes les bienvenus. Donc, merci de votre attention. Merci, Andrea, de cette présentation très fournie. Je vais maintenant passer la parole à Diego Moreno Heredia, qui est biologiste spécialisé en droit environnemental. Il a un doctorat en santé publique, coordinateur du ministère de la Santé en Colombie. Il a plusieurs années d'expérience sur les questions climatiques. Donc, Diego, vous avez la parole. Et de votre invitation à l'Université de la Colombie et aux organisateurs de ce séminaire si important. Je vais faire ma présentation en espagnol
Et sur les diapositives, il y aura des informations en anglais qui émanent du rapport original qui a été publié sur la page web OMS-OPS. Je vais donc partager mon écran. Bon, est-ce que vous voyez l'écran dans son ensemble? Oui. Je vais vous parler aujourd'hui d'un projet, d'un rapport qui a été fait par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation panaméricaine de la santé, qui ont aidé le ministère de la Santé de notre pays pour faire cette étude. Et finalement, il s'agit d'une sorte de rapport sur l'estimation des avantages sanitaires et co-bénéfices économiques à partir des contributions déterminées au niveau national de la Colombie, la CDN colombienne. Je vais vous parler de l'objectif du rapport, de sa méthodologie, les résultats obtenus, résumés, et finalement, je terminerai par quelques recommandations politiques que vous allez également trouver au rapport. Donc, au titre d'introduction, je voudrais simplement vous dire ceci dérive des engagements de mon pays, la Colombie, en tant que membre de la Convention cadre des Nations unies pour le changement climatique. Vous savez fort bien qu'il y a le protocole de Kyoto et maintenant l'accord de Paris est en vigueur depuis 2015. Et ici, on dit qu'il doit y avoir des contributions déterminées au niveau national, c'est-à-dire des objectifs proposés par le pays en atténuation et adaptation afin d'avoir une ambition climatique et savoir comment on arrivera à aboutir à la résilience climatique des différents secteurs. En Colombie, nous avons déjà établi la 3e communication nationale de changement climatique. Nous avons une politique nationale de changement climatique et une loi qui nous permet d'avoir des plans intégrés de changement climatique par secteur et d'autres par territoire, suivant les différentes provinces de notre pays. Au mois de décembre 2020, nous avons publié les contributions déterminées au niveau national et leur mise à jour. Elles sont mises à jour tous les 5 ans. La première a été présentée en 2015 et en décembre 2020, on présente la suivante. Et il faut mentionner que pour la première fois, il y a des objectifs d'adaptation au changement climatique propres au secteur de la santé. Actuellement, dans le pays, nous avons une loi d'action climatique qui a les mêmes cibles de la NC, mais convertie en une loi qui a donc un poids plus important et qui est plus contraignante. Qu'est-ce que sont les CDN? Ce sont les noyaux de l'accord de Paris. L'accord de Paris établit principale obligation que les pays communiquent leurs actions climatiques postérieures à 2020 par le biais de ces contributions déterminées au niveau national. Il y a un horizon d'exécution à l'horizon 2030 et le pays a cet engagement par le biais de ces NDC de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer leur résilience par des mesures d'adaptation.
Je vous disais que ces mesures sont mises à jour tous les 5 ans et ensuite on présente des actions, des programmes ou certains projets concrets pour atteindre ces cibles établies. Donc, l'objectif principal de ces NDC, c'est d'augmenter l'ambition climatique de plus en plus. Me centrant notamment sur l'étude, l'objectif de cette étude est d'estimer les avantages ou les bénéfices pour la santé et économique des scénarios proposés par la CDN colombienne. Ce travail a été fait par une énorme équipe d'experts, experts techniques et de politique de l'OMS, de l'OPS, de l'Institut de l'air pur, Institut de l'environnement de Stockholm et au niveau national, le ministère de la Santé et du Développement durable et puis la protection sociale. Je vais vous dire à grands traits la méthodologie que l'on a utilisée. On a utilisé 3 outils. Un outil très important qui est le carbone H, qui permet de calculer les bénéfices pour la santé en matière de réduction des émissions et quelles sont les attentes pour la santé en termes de morbidité et de mortalité. Et puis, quels sont aussi les bénéfices économiques en termes d'épargne. Donc, à partir de la réduction des émissions proposée d'ici à l'horizon 2030 en Colombie, concrètement grâce à des actions de politique établies dans les CDN, à l'article 2 de la Convention 4 des Nations Unies pour le changement climatique, comment on produit ou on aboutit à ces bénéfices pour la santé. Comme je vous le disais, nous disposons de 3 outils pour évaluer ces bénéfices. Un premier outil qui s'appelle LEAP, L-E-A-P, qui est un outil ou plutôt une plateforme d'analyse de faibles émissions. En anglais, c'est Low Emission Analysis Platform. Et cet outil, par le biais d'évaluation, d'atténuation des gaz à effet de serre, identifie le potentiel de réduction de ces gaz et des différentes mesures d'atténuation envisagées dans la CDN. Ensuite, il y a un module qui est un module de calcul de bénéfices intégré IBC, Integrated Benefits Calculator, qui est utilisé pour quantifier l'impact des changements d'émissions des pollueurs atmosphériques sur l'exposition à cette pollution sur les personnes et les possibles impacts sur la santé. Donc, ceci est plus spécifique dans les modèles statistiques. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette présentation, mais on voit les émissions moyennes de polluants. En Colombie, il y a donc un aspect technique et je vous dirai dans quel rapport on peut les trouver pour étoffer ce propos. Et puis ensuite, on a le carbone H, un outil utilisé pour évaluer l'impact des polluants atmosphériques par rapport aux résultats dans le domaine de la santé. Concernant la morbidité évitée et la mortalité prématurée sur la base de scénarios de référence et de scénarios proposés d'atténuation. Et en outre, calculer les coûts économiques liés
à ces scénarios, des coûts économiques que l'on peut arriver à réduire. Donc, ces outils sont utilisés parce que ce sont des outils souples et qui ont permis d'adapter au contexte colombien. Alors, sur ce graphique, il ne vous reste plus que 5 minutes. Ici, nous pouvons voir quelles sont les entrées du modèle, des analyses d'impact avec des données démographiques, données de concentration, de polluants, les taux annuels de mortalité, de morbidité et certains phénomènes particuliers et des données épidémiologiques liées au coût par séjour en hôpital, perte de productivité et autres facteurs. Donc, ici, vous pouvez voir les résultats de cette étude qui disent qu'en 2030, on a établi, il faut le dire, 3 scénarios de référence. Les affaires, comme toujours, business as usual, un scénario sans changement, un deuxième scénario où il y a une réduction d'émissions et un scénario 3 avec une ambition accrue. On voit donc les réductions attendues en tenant compte de la comparaison entre les scénarios 2 et 3. Avec plus d'ambition, on attend une réduction beaucoup plus importante, plus élevée de ces polluants, le soufre, le carbone, le méthane, l'oxyde de carbone et les particules. Résultat concret. On dit que l'incidence, ou on a estimé que l'incidence évitée correspond à 20% de plus que ce prévu au 3 par rapport au 1. Et la morbidité évitable est liée à des épisodes graves d'asthme et de bronchite chronique chez les enfants. On a donc évité les admissions à l'hôpital à 750 cas. Les épisodes évités de bronchite chronique infantile représentent moins de 1% du bénéfice total en termes de morbidité. La réduction peut donc éviter environ 3 800 morts par an d'ici à l'horizon 2030. Ici, vous avez ces graphiques qui montrent en matière de santé quels sont les cas évités en milliers de cas. Ici, nous avons les recommandations de politique. Je vais sauter cette diapo. Alors, les recommandations politiques. Après cette estimation, on recommande d'augmenter l'ambition dans les actions d'atténuation en matière de transport, de mines, etc., parce que cela sauve des vies et cela réduit la charge des maladies. Et mettre la santé ou placer la santé au centre des contributions nationalement déterminées du pays selon les orientations de l'OMS et les recherches récentes sur ce sujet. Adopter l'optique de santé dans toutes les politiques, notamment dans les secteurs qui produisent plus d'émissions, énergie, transport et agriculture. Établir des mécanismes pour faciliter la collaboration entre le secteur de la santé et d'autres secteurs déterminants pour la santé. Et puis, continuer à mener des projets de recherche comme celui-là qui donne des données fiables sur les bénéfices en matière de santé et des bénéfices économiques grâce à cette ambition politique et influencer le processus décisionnel et l'élaboration de politiques. Je voudrais remercier tous l'équipe de coordination du projet OMS-OPS, l'équipe d'experts de la modélisation, surtout le Dr Joseph Spadaro, et l'équipe qui
d'accompagnement du ministère de Protection sociale, de l'Environnement et du Développement durable, l'Institut de l'air propre et évidemment l'OMS, OPS, Organisation mondiale de la santé et Organisation panaméricaine de la santé. Merci et je suis disposée à répondre à vos préoccupations et questions. Voici le lien et vous pouvez télécharger le rapport ou bien vous communiquer à ces courriers avec le ministère de la Santé. Il s'agit des personnes qui ont accompagné ce projet important. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il va y avoir des questions. Merci, Diego. Nous avons maintenant des questions. Alors, indiquez si l'affirmation suivante est fausse ou vraie. L'outil l'outil carbone H estime des bénéfices sur la santé économique, l'a donné des scénarios de réduction. Est-ce que c'est faux ou vrai? L'outil carbone H utilisé estime les bénéfices sur la santé et les bénéfices économiques en se basant sur les données des scénarios de réduction. Et puis, dans le cas de l'estimation menée avec les scénarios d'atténuation de la mise à jour de la CDN de la Colombie, dans vos résultats, le principal pourcentage de morbidité évité a été pour le diabète, maladie cardiovasculaire, asthme et bronchite, COVID-19. Un seul choix. Donc, entre diabète, maladie cardiovasculaire, asthme et bronchite ou la COVID-19. Le plus grand pourcentage de morbidité évité. Bien, assez bien distribué, car d'une certaine mesure, cela est lié aux polluants atmosphériques et la pollution de l'air. Mais le plus grand pourcentage, 53%, asthme et bronchite chez les enfants, ça a été le plus grand pourcentage de morbidité selon les estimations. Bien, je vous remercie infiniment de m'avoir invité à faire cette présentation. Merci infiniment, Diego, de cette présentation. C'est un projet très intéressant que ce projet de la Colombie. Je vais maintenant passer à l'anglais pour présenter notre prochain orateur. Il s'agit de Marcus Sarofine, qui est un scientifique environnemental principal à l'Agence de protection environnementale aux États-Unis. Il a travaillé il a 15 ans et il a un PhD du l'université MIT et il travaille maintenant à l'intersection de la science économique et les politiques en matière de santé. Il fait de la recherche dans ce domaine. Monsieur Marcus Serafine, vous avez la parole. Bonjour, merci de m'avoir invité, de prendre la parole et de m'adresser à ce public. Je vais vous parler aussi de l'économie de la santé et je vais me centrer sur les effets directs du climat. Les deux intervenants qui m'ont précédé dans leur débat ont abordé les co-bénéfices importants de la réduction des émissions de polluants de l'air, les résultats de la réduction des gaz à effet de serre. Et je vous parlerai des effets économiques directs et ensuite de mon travail porte sur les ressources et les impacts
pour les États-Unis, mais je pense que ces résultats sont tout à fait pertinents pour les participants de n'importe quel pays. Donc, je souhaite commencer par le panorama général. Comment passons-nous du changement climatique aux impacts à la santé? L'échelle globale, nous avons plus de concentration des gaz qui augmentent la température, qui changent la structure du temps, phénomènes météorologiques extrêmes, hausse du niveau de la mer, inondations. Et donc, il faut penser à quoi sont exposés les êtres humains. Par exemple, des vagues de chaleur, changement de la qualité de l'air, changement en matière d'alimentation et de la qualité de l'eau. Il y a eu des questions dans la boîte de dialogue sur les maladies à transmission de vecteurs. Et ces changements et ces expositions conduisent aux impacts de santé dans la santé. Il y a donc des vagues de chaleur locales qui peuvent conduire à des maladies cardiovasculaires, à l'hypothermie. En tant que particulier, si vous n'avez pas accès à la climatisation, par exemple, il en va de même pour les changements en matière des maladies à transmission vectorielle. Si vous avez un domaine où il y a des moustiques, en fait, oui, il faut avoir des moustiques, mais il faut les contrôler avec différentes techniques. Parfois, on n'a pas de moustiquaires, donc c'est un gros problème. Donc, la colonne centrale, les déterminants du climat à la santé est important, mais ceci se modifie. Ceci est modifié par le contexte institutionnel, environnemental, les infrastructures, la climatisation, les choix locaux concernant la conception urbaine, les îlots de chaleur. À droite, nous avons le contexte social et comportemental. Les individus peuvent être plus vulnérables parce qu'ils sont âgés ou parce qu'ils sont trop jeunes et ne peuvent pas se déplacer. C'est pourquoi chaque année, il y a des exemples tragiques d'enfants enfermés dans leur voiture dans une vague de chaleur et ils ne peuvent pas quitter la voiture. Donc, c'est tragique. Il y a différents effets sur la population selon leur race, leur origine ethnique, l'intersection entre les systèmes de santé qui ne tiennent pas compte de certains symptômes chez une minorité, les pauvres qui n'ont pas les mêmes ressources afin de remédier au phénomène climatique extrême qui est lié au logement, à l'infrastructure, à l'éducation. Toutes ces choses sont pertinentes pour la façon dont les déterminants du climat aboutiront à des modifications de la santé sur le terrain. Alors, cette charte particulière vient d'une évaluation du climat et de la santé aux États-Unis et d'il y a 7 ans, et c'est la meilleure évaluation de ce genre que je connaisse. Il y a un chapitre sur chacun déterminant du climat, les manifestations, les phénomènes extrêmes, les maladies à transmission hydrique, santé mentale, préoccupation de la population. Donc, vous avez un lien très approfondi entre les déterminants du climat, l'exposition, etc., et les impacts sur la santé. Chaque déterminant
peut avoir des effets de différentes façons, des vagues de chaleur, des îlots de chaleur, réduction aussi du froid extrême. Il y a certains avantages à ces changements climatiques. Il y a des effets négatifs, bien sûr, mais il faut tenir compte du reste. Pour les phénomènes extrêmes, il y a des ouragans, par exemple, on pense qu'ils augmentent dans leur gravité, ils se déplacent plus rapidement, les précipitations provenant de ces ouragans augmentent, il y a des inondations qui viennent de ces précipitations, des sécheresses. On peut avoir malheureusement des augmentations de sécheresse et d'inondations, car il y a une tendance des précipitations à se concentrer lors des phénomènes extrêmes, mais au fil du temps sont plus sporadiques. Donc, il y a beaucoup d'effets sur la qualité de l'air, des incendies de forêt. On s'attend à ce qu'ils augmentent, surtout dans la partie ouest des États-Unis, la partie ouest du Canada. Et ces feux de forêt augmentent la population sur une énorme surface. Il y a des phénomènes de stagnation et d'ozone, des aéroallergènes. À Washington, D.C., nous avons eu une expansion terrible d'aéroallergènes car il n'avait pas fait froid pendant l'hiver. Nous avons besoin d'une meilleure production de ces molécules pour éviter les allergies. Et parfois, il y a des maladies locales. Par exemple, j'ai travaillé sur une étude de la fièvre de la vallée, une étude fongique du sol du nord-ouest. Et au nord du Mexique, et cela affecte les agriculteurs lorsque le sauce ce champignon se développe et il y a une fièvre de la vallée qui a tendance maintenant à s'étendre au nord et à l'est. On a les maladies à transmission vectorielle et au début du printemps et à l'automne, cela augmente. Il y a des précipitations accrues avec des ruissellements accrus, des eaux à plus haute température dans certains endroits, plus au nord ou plus au sud, suivant l'hémisphère. Donc, ce sont des déterminants clés et il faut les aborder lorsque l'on pense au climat et à la santé. Alors, je veux vous poser une question. Cette catégorie d'impact du climat sur la santé vous préoccupe le plus, pardon. Les vagues de chaleur, les phénomènes extrêmes, la qualité de l'air, les maladies à transmission vectorielle, les maladies à transmission hydrique. Pour les maladies vectorielles, la tique, les maladies de Lyme, le Zika, le chikungunya. Et parmi les maladies liées à l'eau, nous avons le vibrio, les maladies de coquillage ou d'autres. Nous pourrons en parler dans le chat d'ailleurs. Bien, c'est intéressant. Nous voyons que vous êtes très préoccupés par les phénomènes extrêmes, inondations, ouragans, augmentation du niveau de la mer. C'est vraiment la catégorie des grands impacts que l'on s'attend à l'avenir. Mais les vagues de chaleur vous préoccupent également. C'est un des effets les plus directs du changement climatique, c'est le réchauffement. C'est pour ça qu'on parle du réchauffement planétaire. Et puis, il y a aussi les maladies à transmission vectorielle.
Il faut donc continuer à travailler sur la lutte contre les moustiques qui sont les hôtes et la façon de protéger les personnes ou d'avoir de nouveaux traitements contre ces maladies. Tout ceci est pertinent pour le climat. Marcus, il ne vous reste que 5 minutes. Je vais maintenant parler d'une étude que nous avons faite pour vous donner un exemple de comment on fait l'analyse du climat à la santé. La plupart de ces analyses commencent par les modèles du climat. Par exemple, CIMEP du GIEC. Nous avons différentes RCP, mais la résolution n'est pas suffisante. Il faut réduire les choses du point de vue statistique et dynamique afin de pouvoir corriger les biais. Ensuite, ceci doit passer par un modèle d'impact. Ici, nous avons le modèle CIMAC que nous utilisons aux États-Unis et puis les changements de la qualité de l'air. Et ceci doit passer par un modèle d'impact. Donc, on utilise différents modèles, modèles ascendants aux États-Unis pour transformer la préservation de la qualité de l'air en termes d'effets sanitaires. Donc, si on veut des statistiques sur l'espérance de vie, la mort ou l'impact sur l'hospitalisation ou les heures de travail, etc. Et le problème avec ce type d'analyse, c'est qu'il est limité aux scénarios RCP qui existent et donc qui demandent beaucoup de temps, ces analyses, de nombreux mois. Donc, ce que l'on fait avec mon groupe, c'est de réduire la complexité de ces modèles. On fait nos modèles d'impact selon différents scénarios de réchauffement pour estimer l'impact sanitaire à partir de là. Et ensuite, on établit une relation entre les températures, les dommages. On estime le changement de température selon les scénarios futurs et on estime les futurs impacts en termes de mortalité, morbidité. Et pour nous, c'est une technique assez utile quand on veut voir un petit peu les retombées de certaines politiques et ce qui n'est pas en général dans nos modèles. Donc, il faut faire cette diminution de la taille des analyses pour considérer le degré d'incertitude. Par exemple, on peut voir un exemple d'hypothèse d'hôpital côtier en Géorgie. Il faut voir l'augmentation des visites en urgence en cas d'hypothermie. Le risque accru en raison des ondes de tempête ou l'élévation du niveau de la mer, l'intensification des ouragans, le risque accru en raison des coupures de courant, comment l'élévation du niveau de la mer amène aux inondations et comment, par exemple, cela a un impact sur les personnes qui ont des AVC, des infarctus et quel type de traitement pour réduire les risques de décès de ces personnes. Aussi, par exemple, est-ce que le problème des allergies pendant la saison des allergies, l'exposition dans certaines régions plus que dans d'autres, l'exposition à la marée rouge, par exemple, qui n'était pas observée auparavant dans le sud. Donc, au niveau de l'évaluation économique, je travaille beaucoup sur l'atténuation et cela nous amène à observer le taux de mortalité parce que c'est le plus important. Et si vous êtes un planificateur local, il faut regarder, par exemple, les coûts des hospitalisations, de l'adaptation au passage à des climatisations et donc mieux comprendre quelles sont les options, les coûts-bénéfices
les barrières ou les obstacles mis en œuvre, tout cela est important. Et donc, il faut penser à toutes ces méthodes d'amélioration et pour la résilience. Et souvent, on n'est pas forcément prêt pour faire face à ces défis climatiques. Et donc, il faut mieux se préparer pour l'avenir. Et donc, faire attention aux différents segments de population par âge, par vulnérabilité, par femmes enceintes, personnes avec des conditions préalables. Et donc, voilà des ressources utiles pour les évaluations des risques au niveau un chapitre sur la santé et bien sûr tout le travail fait par le GIEC, chapitre sur la santé, également l'Université de Chicago, l'Université de Berkeley ont des laboratoires qui étudient les impacts climatiques et bien sûr l'organisation et la revue Lancet, si vous voulez approfondir un petit peu ces connaissances. Donc, merci de votre attention et je reste encore avec vous pour la discussion ou les questions. Merci, Marcus, pour cette présentation et merci d'avoir été bref. Nous allons maintenant passer à Montira Monsigri, qui est une conseillère à Save the Children. Elle a été la première conseillère scientifique pour le Pacte des Nations de l'Asie du Sud-Est et elle travaille avec les États au niveau scientifique, climatique pour renforcer la politique et les politiques basées sur les sciences. Elle travaille aussi et collabore à l'Agence de protection de l'environnement et elle travaille à la conservation de la biodiversité, différents transmission de maladies et autres. Je vous passe la parole. Merci Anouar. Merci à l'OPS, à l'Université Columbia pour l'invitation. J'ai déjà beaucoup appris de mes collègues conférenciers et donc le changement climatique peut freiner le développement de l'humanité et il affecte la nutrition, l'alimentation et d'autres aspects. Et donc, il y a déjà des risques sociaux, environnementaux très connus et aussi les conséquences sur l'accès limité aux installations sanitaires. Donc, il faut se mobiliser pour informer les politiques, les plaidoyers et en particulier sur le terrain. Et comment le faire pour limiter les impacts. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que l'on fait à Save the Children, notre organisation, comment nous travaillons sur l'analyse des inégalités et nous essayons d'appuyer la résilience face au climat. Donc, nous travaillons pour comprendre ces inégalités parce que l'adaptation et l'atténuation au climat doit être étudiée par les pays au niveau sanitaire. Si on ne le fait pas, on a des conséquences véritablement pour le changement climatique augmente les inégalités qui existent, les risques présents pour la santé, qui est un effet multiplicateur des périls, des dangers et une vulnérabilité accrue qui dépend de différents facteurs comme par exemple l'état de santé au départ, les conditions socio-économiques, etc. Et tous ces facteurs se superposent et à d'autres facteurs sociaux d'inégalité ou alors les différences ethniques, raciales et autres. Donc, on a une équation de manque d'équité. Les inégalités augmente l'exposition des groupes sociaux défavorisés aux effets néfastes du changement climatique. Elle accroît également la susceptibilité des groupes qui sont défavorisés face à ces effets néfastes et diminue leur capacité à faire face aux dommages qu'ils subissent et à se récupérer ou à se remettre. Donc, on doit
comprendre qui sera le plus affecté et pour quelles raisons, quel type d'adaptation proposer pour renforcer leur résilience et gérer les risques pour la santé. La magnitude des changements, des effets du changement climatique dépendra des types de politiques mises en œuvre avec plus ou moins d'urgence. Et certains de ces facteurs de stress qui affectent la santé peuvent être modifiés, comme par exemple la condition socio-économique, l'état de santé au départ, le niveau éducatif. Tout cela peut être amélioré avec des interventions et on peut donc changer l'impact à terme sur la santé. Donc, l'adaptation doit se centrer sur des interventions, mesures pratiques également, qui agissent sur différents facteurs, l'exposition aux facteurs environnementaux, les absences d'équité, l'accès aux services publics, aux infrastructures d'accueil, remédier à la pénurie de ressources alimentaires et autres, tous ces facteurs qui rentrent en ligne de compte. Beaucoup de déterminants de la santé, cela veut dire qu'il y a des responsabilités aussi en dehors du secteur de la santé, comme vous l'avez déjà écouté, par exemple, énergie, etc. Et il faut donc mettre en relation la santé, le changement climatique. Il y a différents facteurs qui complexifient les résultats et font qu'il est difficile de prévoir les effets, en particulier pour les groupes vulnérables comme les enfants et les femmes. Il nous faut donc une approche multisectorielle, intersectorielle, intégrale pour prendre en compte tous les facteurs qui influent et sont liés à l'évolution du climat. Il faut donc faire une évaluation globale et comprendre les interconnexions entre les différents facteurs. Voir également quels facteurs sont susceptibles de s'aggraver et d'aggraver la situation sanitaire. Il faut voir en particulier se focaliser sur les causes et non pas sur les conséquences. Le lien de causalité, bien sûr. Il faut opérationnaliser toutes ces approches, gérer les connaissances et comprendre comment ces facteurs sont reliés entre eux. Il nous faut en particulier intégrer ces données qui viennent de différentes disciplines, secteurs, par le biais d'outils intégrés pour l'aide à la décision. Par exemple, évaluer les problèmes de mobilité, les modèles, les recueils de données. Nous avons travaillé avec plusieurs collègues du monde universitaire, avec le PNUD, le PNUE également, et nous avons identifié différents outils. Et la stratégie de Save the Children pour le climat et la santé, c'est d'abord soutenir la santé. Et elle dépend, et comprendre qu'elle dépend des systèmes naturels. Et c'est pour cela que la santé est affectée par le climat. Il faut ensuite cibler les facteurs climatiques et les déterminants sociaux de la mauvaise santé qui sont à l'origine des inégalités en matière de santé et soutenir la gouvernance multisectorielle en tenant compte de l'engagement communautaire. Avec cela, nous voulons contribuer aux stratégies d'adaptation. On pose différentes questions pour évaluer nos programmes dans différents domaines thématiques, non-santé, nutrition, problèmes de maladies infectieuses, risques pour les nouveau-nés. Il faut prendre en compte les différentes voies qui conduisent à ces effets.
quels sont les effets des différents changements sociaux, les indicateurs les plus efficaces. Diapo suivante. Voilà les impacts. Plus de systèmes de santé plus solides, capables de suivre, de planifier, de réagir aux aléas climatiques et à l'évolution, des communautés capables de hiérarchiser les risques climatiques ayant un impact sur la santé. On veut des plans nationaux et infranationaux qui prennent des mesures, permettent de prendre des mesures sur les effets multisectoriels systémiques du changement climatique. Et aussi, nous voulons élever la voix des enfants et des jeunes et d'autres groupes vulnérables et leur donner voix au chapitre dans les discussions politiques aux différents niveaux national, régional, mondial. Et comment y parvenir? Il y a différents obstacles qu'il faut surmonter. Nous voulons des stratégies au niveau de l'organisation, des programmes aussi pour surmonter ces obstacles. D'abord, sensibilisation accrue, qu'il faut améliorer la compréhension des impacts multisectoriels du changement climatique, l'interconnexion entre les activités humaines, le climat et la santé et les déterminants sociaux qui contribuent. Il y a une reconnaissance insuffisante des avantages connexes, des retombées connexes, et il faut tester les interventions. En appliquant des données intégrées pour faciliter l'interaction et le partage d'informations entre les ministères pertinents et les secteurs pertinents. Pour augmenter la participation des communautés, renforcer les compétences et les capacités de leadership pour s'engager dans la co-conception et la mise en œuvre des actions. Et finalement, surmonter les ressources insuffisantes, humaines et financières. Développer un plaidoyer basé sur des bénéfices multiples et engager les secteurs publics et privés. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici quelques exemples de nos activités en cours. Le PDR de Laos, on travaille avec Save the Children, l'OMS et le gouvernement de la République démocratique populaire du Laos pour un système d'alerte précoce. En Colombie, Somalie, Vietnam, nous construisons une carte de système communautaire afin de mieux comprendre l'interconnexion entre le climat et la santé et identifier les interventions potentielles pour un changement positif. Commençons ceci en illustrant ou en mettant en place un système de cartographie pour voir les coûts et les bénéfices pour traiter les risques liés à la santé. Avec le gouvernement du Laos et d'autres partenaires, Save the Children a un projet de fonds vert appuyé par le gouvernement afin d'augmenter la résilience climatique du système sanitaire au niveau de la vie avec plusieurs établissements de santé afin de pouvoir gérer la dengue et d'autres maladies de diarrhée. Et nous avons d'autres projets au niveau local et national avec des activités interliées, par exemple, augmenter la gouvernance du système de santé, intégrer les informations de climat et de santé, afin que le système de santé puisse détecter les menaces et adapter l'infrastructure dans 79 de ces installations. Et puis finalement, la communication des risques et une approche d'engagement permettra à plus de 200 communautés de bien répondre aux alertes précoces. Dans le cadre de ce développement de projet, on a fait une évaluation des bénéfices de santé avec l'intervention pour la résilience climatique. Cette plateforme d'évaluation fait une analyse coût-bénéfice intégrée qui va au-delà de ce qui se fait traditionnellement.
et qui tient compte des coûts et des bénéfices directs. Nous allons au-delà de cela pour voir tout l'éventail des résultats émanant des interventions. Et nous incluons le coût des interventions, des opérations, la maintenance, l'évaluation économique des résultats. Ces résultats incluent les coûts évités tangibles grâce à une eau propre et à l'électricité, grâce au système photovoltaïque installé. Cela inclut également des coûts de mortalité intangibles. Et les coûts de mortalité incluent les coûts associés de santé liés aux revenus tirés des personnes saines qui travaillent. Il y a donc des bénéfices collatéraux produits par le projet. On a fait une intervention dans une installation sanitaire et on l'a évalué, on le voit ici. On a analysé les impacts possibles du projet tel que conçu envers les investissements qui sont viables du point de vue économique. Renforcement du système des installations sanitaires et la valeur des avantages collatéraux a été plus important que les investissements qui ont été faits. Ceci reflète l'importance d'avoir les aspects collatéraux des investissements et les bénéfices directs qu'ils laissent. Vous avez encore 4 minutes, madame. Je voudrais terminer en vous partageant un nouvel appel pour des actions en matière de politique en partenariat avec le Global Network for Sciences et qui donne une collecte d'études de cas pour prendre des processus décisionnels éclairés, surtout dans les pays en développement. Répondez à cet appel de présentation, et la date butoir de cette présentation, c'est la fin du mois de mai. Merci de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci, Montira. Excellente présentation. Merci à tous nos excellents intervenants d'aujourd'hui. Nous avons maintenant des questions et réponses du public. Un pour le docteur Andrea Bassi. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a des lignes directrices en ce qui concerne plantation d'arbres dans les villes? Est-ce que cela vaut la peine d'investir? Je ne connais pas de ligne directrice à ce sujet, mais il y a des projets en Belgique, Addis Abeba, Islamabad, où l'on a fait des modèles de simulation en utilisant différentes essences d'arbres. Nous nous sommes penchés sur le facteur adéquat en termes de climat, de sol, etc. Ce sont les paramètres que nous avons utilisés. Et nous avons fait des efforts pour voir ce qui se passe une fois les arbres plantés. À Addis Abeba, la mort des arbres a atteint 80% à cause de l'entretien des arbres après leur plantation. C'est le type de paramètres que nous avons considéré dans ce travail. Merci, Andrea. Ma prochaine question est pour Diego Heredia. Je vais la poser en espagnol pour lui. La question est la suivante. En ce qui concerne les plateformes utilisées pour le projet en Colombie, est-ce que ces plateformes et ces outils sont libres d'accès
ou est-ce que c'est difficile d'avoir accès à ces outils? Et quels sont les coûts liés à l'application de la plateforme? Est-ce que c'est possible pour les autres organisations d'y avoir accès? Merci. Réellement, cela a fait partie d'un accord avec l'OMS et la personne ou l'une des personnes qui a construit l'outil Carbone H, le docteur Espadaro, est celui qui a fait tous les calculs. Cela veut dire que nous n'avons pas fait la plateforme, c'est lui qui l'a faite et nous, comme pays, nous lui donnons les données et nous participons à l'analyse. Mais en fait, le plus important, c'est que nous alimentons la plateforme, les données d'entrée. À l'OMS, on peut trouver les manuels et on peut justement prendre contact avec les auteurs afin de savoir si d'une façon ou d'une autre, on peut télécharger l'outil. Mais dans ce cas particulier de la Colombie, il s'agissait d'une collaboration entre l'OMS et nous et financée par un autre bailleur. Merci, Diego. Maintenant, je donne la parole à d'autres. Pour Marcus Sarofim, est-ce que vous pouvez réfléchir 1 ou 2 minutes et nous donner une réflexion de clôture dont vous voudriez faire part au public? Je dirais 2 choses. Une question d'analyse, tout d'abord. Il faut trouver une approche de réduction pour les effets climatiques, réduire la complexité de l'analyse. Et un autre point, Montira en parlait, penser aux populations vulnérables, en tenir compte dans l'analyse et dans l'élaboration de politiques. Merci, Marcus. Je pose maintenant la même question. Pour savoir si vous voulez relayer une idée importante, Montira. Merci. C'est la façon de conceptualiser les problèmes du climat et de la santé à Save the Children. Nous pensons qu'il s'agit d'un défi d'équité. Donc, on ne cherche pas seulement à avoir des faits probants sur la façon dont les groupes sont affectés, les causes et les mécanismes, mais en même temps, on le fait dans le but d'essayer de concevoir et d'appliquer des interventions qui soient efficaces dans le contexte. Donc, comment définir le problème, comment le problème affecte les gens et impliquer les communautés. Ceci est vraiment important. Et comment le faire vraiment sur le terrain, c'est important pour qu'elles soient impliquées, mais qu'elles soient aussi actives dans la co-conception et la co-mise en œuvre des solutions dans un contexte spécifique afin qu'elles soient pérennes au fil du temps. Merci. Il nous reste quelques instants et je vais poser la même question au docteur Andrea Bassi. Quelle est l'idée force que vous voulez relayer à notre public aujourd'hui? Assurer dans le processus décisionnel qu'il y ait toujours l'angle de la santé, car cela apporte des co-bénéfices de la société. Il ne faudrait pas rater l'occasion de tenir compte de ces facteurs. Merci. Et maintenant, nos derniers instants, Monsieur Diego Moreno Heredia,
Finalement, Diego, je vais vous poser la même question. Quelle est l'idée force, la conclusion force que vous souhaitez donner au public? Je crois qu'il faut agir immédiatement au niveau des gouvernements avec la co-responsabilité des citoyens, des entreprises et agir dès à présent, car aujourd'hui, les effets sont évidents. On n'a pas besoin, bien souvent, d'estimer les coûts, car on vit les maladies sensibles au climat. Cependant, ces coûts, cette estimation de co-bénéfice apporte et taille ce que l'on dit au gouvernement et à tous les secteurs. Il faut immédiatement prendre des décisions et établir des politiques sérieuses, justement, pour prendre soin de la santé, de la vie en ce qui concerne les attentes attendues par rapport à la variabilité du client. Merci Diego, c'était la séance d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir rejoints. On se retrouvera pour la prochaine séance mardi et on verra comment nous aborderons le prochain sujet. Je vous remercie et merci à nos excellents orateurs et conférenciers.